Oui, en bleu et blanc. C'est un bateau de 23 mètres, qui est un bateau qui a été construit en Malaisie pour des besoins d'expédition. C'est un bateau qui est ni vraiment un bateau moteur, ni un voilier, mais qui conduit bien les deux et qui est un très bon workhorse, comme disait Ben, un bon cheval dans toute l'expédition. Un moteur 180 chevaux, bien puissant, et qui nous a aidé aussi un petit peu à la voile, à stabiliser le bateau en se rendant une machine. J'ai parti 6 semaines en tout, dont 5 semaines en mer, et le reste sur le peu de terre que vous avez vu sur les îles et dans les Malouines, donc à la fin de l'expédition. Oui. Les températures, on voit parfois les mains nues, est-ce que sur l'eau, sur terre, les températures sont Oui, alors les températures, quand il n'y avait pas de... Zoé pourra confirmer, mais quand il n'y avait pas particulièrement de vent, on était finalement rarement en dessous de 0, sauf dès qu'on monte dans la montagne, c'est jamais des altitudes très élevées, puisqu'on est jusqu'à 500, 500, 600 mètres, voilà, quelques centaines de mètres. Évidemment, quand il y a les tempêtes que vous avez vues, là, il y a des vents de plus de 100 nœuds en montagne, là, évidemment, sans vent, Je pense que l'endroit où il a fait le plus froid, finalement, c'était à Elephant Island, quand on a eu le vent. Pour mes souvenirs, c'était peut-être moins 20, parce que je faisais des relevés de température pour les écoles. On avait eu moins 20 une journée à ce moment-là, mais c'est vite remonté au-dessus de moins 10. Et alors, ces températures, par rapport au problème climatique, de réchauffement et tout, comment se comporte l'Arctique par rapport au Nord? Est-ce que vous avez constaté, depuis qu'il y a eu plusieurs mois, est-ce que vous avez plus d'air maintenant qu'avant, ou est-ce que ça commence à se faire? Alors, en fait, c'est compliqué, juste avec une expédition, même 2 expéditions, de se rendre compte d'un réchauffement climatique, parce que c'est un phénomène très lent. Et il y a quand même des fortes variabilités d'une année à l'autre qui sont indépendantes du changement climatique. Donc on ne peut pas juste, avec 2 ou 3 expéditions, se rendre compte du changement climatique. Parce qu'on ne peut pas dire que cette année il y a quelque chose, c'est à cause du changement climatique. C'est vraiment des tendances. Et par rapport à descendants, qu'est-ce qu'il y a en fait? Enfin, ce que je peux dire, qui est, après avoir lu différents papiers, il y a par exemple une étude qui a été faite sur les glaciers de la Géorgie du Sud, 160 glaciers, une étude de 2008. Sur les 160 glaciers, ils en ont analysé 36. Sur ces 36, 28 étaient en récession, donc le front reculait, 2 avançaient et 6 étaient stables. Donc, ça donne une idée de la proportion de glaciers qui reculent, ce qui est la grande majorité des glaciers de Géorgie. Juste pour finir aussi, un élément de réponse, vous voyez arriver sur ces grandes zones vertes à la fin de la traversée, sur le Fortuna Bay, à l'époque de Shackleton, donc il y a environ 100 ans, le front du glacier local allait jusqu'à la mer. Aujourd'hui, il est 2 km plus loin. Voilà, donc ça, ce sont des signes que l'on observe par raison à l'histoire. Après, les mesurer qu'il y ait une influence de l'homme là-dessus, bon, c'est pas à nous de le faire, mais en tout cas, les témoignages, les déclarations sont là et sont assez spectaculaires. Au niveau des résultats scientifiques de toutes les prises de mesures qui ont été faites, est-ce qu'il y a eu des résultats qui étaient surprenants par rapport à ce qui était attendu? Au contraire, est-ce que ça matchait plutôt ce qui était prévu? Alors, donc d'abord les échantillons de neige, ce qui a été, donc on a tenté une technique, normalement c'est fait avec beaucoup d'instruments, de manière très stérile. Là, on était en expédition sur un voilier, donc on ne pouvait pas emmener une quantité monstre de matériel. Et il s'avérait que les échantillons étaient un peu trop pollués en fait par notre action pour être véritablement étudiés et être utilisés pour les publications et trouver des résultats. Après les flotteurs, dans les faits, on les a exploités indépendamment. En fait, chacun n'a pas été exploité. Ils
servent en fait à augmenter la connaissance de l'océan de manière générale et de l'océan austral. Donc ces bouées ont fonctionné en fait 1 an et demi, j'ai vérifié. Elles ont, ce qui est leur durée de vie qu'on attendait en fait. Et elles ont globalement échantillonné toute la région entre la Géorgie du Sud et les îles Sandwich. Elles sont sorties un peu, mais pas très loin. Et après, on n'a pas, voilà, elles ne donnent pas de résultats, on ne peut pas analyser les bouées en telles quelles, mais après, elles permettent de participer à des études, notamment sur la turbulence, les épaisseurs, plein de choses de l'océan. En fait. Il y en a pas moins de 4000, 500, Il y a 500 bouées en permanence dans l'océan. Et dans la région où nous étions, donc les 11 que l'on a déployés, il n'y en avait quasiment pas, donc relativement c'était très utile de les avoir là-bas. Et peut-être vous dire 2 mots sur l'iceberg que l'on a vu, 2 fois la taille de Manhattan, 100 gigatonnes, quelque chose d'énorme. Les icebergs de cette taille-là, il y en a entre 50 et 100 qui gravitent autour de l'Antarctique à tout moment. Donc on a eu quand même la chance, l'opportunité de tomber dessus. Après l'expédition, j'ai contacté le professeur Jean Tournin dans l'Ifremer à Brest, qui était tellement intéressé par cet iceberg qu'il va produire un papier sur son histoire. Parce que vous avez vu qu'il est parti de l'année 2000 au sud, au sud, on positionne, nous étant au nord, au sud de l'Antarctique. Il a mis une dizaine d'années à tourner autour, en sens inverse des aiguilles d'une montre. Et puis 2 ans pour arriver en Géorgie du Sud, où il s'est, après notre passage en octobre 2014, il a encore évolué vers la Géorgie du Sud. Là, il s'est coincé, ensuite il est reparti 2 mois après, il est remonté vers le nord, et là, en quelques mois, il s'est brisé en petits morceaux, et maintenant, il a complètement disparu. Donc c'est un cas intéressant. Le professeur Tournin m'a envoyé une petite vidéo là, récente qui fait 1 minute, que je vais peut-être vous montrer, Sylvain, si on peut montrer cette vidéo, et vous allez voir avec les points rouges la trajectoire tout en haut à droite donc de cet iceberg qui tourne dans la mer de Weddell. Là vous voyez l'iceberg qui tourne sur lui-même, donc suite aux courants qui sont dans cette mer de Weddell. Et vous voyez le point rouge qui va se diriger vers l'île de la Géorgie du Sud. Vous voyez, donc l'iceberg qui tourne. Donc il va rester en un seul morceau jusqu'à ce qu'on le rencontre. Vous voyez les dates là, 2014, septembre, 30, octobre 10. Voilà, là c'est le jour où on l'a vu. Hop, donc tout proche. Là, il touche l'île de la Géorgie du Sud. Il reste stable quelque temps dans ce point-là. Et ensuite, vous allez voir dans quelques secondes comment, après être passé par les forts courants qui sont là-bas, voilà, se désintègre en petits morceaux, et en littéralement quelques semaines, un iceberg qui était gigantesque, qui tournait depuis 14 ans, 15 ans autour de l'Antarctique, s'était retourné en petits morceaux. Tout à fait par hasard, cet iceberg fera l'objet d'un papier de la part de l'Ifremer. Oui. En fait, madame, quelle question vous voudriez que je vous pose? Je ne sais pas. Moi, je me fais souffler la réponse par lui, les prochains projets, mais... Bien sûr, je vous la pose tout de suite. Non, en fait, moi, quand je suis partie, j'étais en ma première année de thèse. Donc maintenant, je suis en 3e année. Je soutiens dans moins de 6 mois, maintenant peut-être. Et en fait, après l'Antarctique, j'ai basculé sur l'Arctique. Donc je me suis mise à étudier les interactions océan-glace en Arctique avec la fonte de la banquise principalement. J'ai juste changé d'hémisphère. Et donc j'ai fait partie de plusieurs expéditions scientifiques, purement scientifiques pour le coup, en Arctique. Voilà. Je continue là-dessus, j'étudie principalement la zone nord du Svalbard. Oui, en fait, en Arctique, ce qui se passe, c'est que c'est un océan assez complexe avec 2 entrées principales d'eau, une au niveau du détroit de Bering et une au niveau du détroit de Svalbard, entre la Norvège et le Groenland. Et donc, à ce niveau-là, on a des eaux très
très chaude atlantique qui rentre en Arctique. Et ces eaux chaudes étaient en fait avant isolées de la glace par une très forte, parce qu'on avait les eaux froides en surface qui isolaient ces eaux chaudes de la glace. Il s'avère qu'avec le réchauffement et plein d'autres choses, on observe de plus en plus de mélange qui fait que ces eaux chaudes arrivent à aller de plus en plus à la surface et à faire fondre la glace. Vous avez un métier qui a l'air passionnant. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la dynamique personnelle, professionnelle, c'est-à-dire d'allier à la fois un vrai métier, une passion peut-être, le voyage, pour tout un tas de jeunes qui se posent des questions sur comment trouver son métier dans la société. Comment ça vous est venu et quel message vous leur passez? Alors, comment ça m'est venu? En fait, moi, finalement, j'ai tout le temps voulu faire ça. Moi, je viens d'une famille de Bretagne, j'ai passé mes vacances en bateau, en famille depuis que je suis toute petite. Et en fait, j'ai toujours voulu faire de la recherche. Alors, biologie, géologie, ça a un peu changé en cours du temps. Et puis, je me suis rendu compte qu'il y avait possibilité de faire de l'océanographie. Et ça, je l'ai appris assez tard, en fait, pendant la classe préparatoire. Et là, j'ai vite compris que c'était ce que je voulais faire. Et après, moi j'ai eu de la chance, j'ai intégré l'école normale supérieure qui avait une partie terre-atmosphère, en fait, vraiment un département orienté sur l'étude océan-atmosphère. Et donc j'ai fait cette filière-là, et puis de fil en aiguille, j'ai fini en thèse au laboratoire, et j'ai eu l'opportunité de faire des missions en mer. Après, je pense que le message qu'il faudra faire passer, c'est que si on... En fait, il y a beaucoup de métiers autour de la mer, que ce soit la recherche, mais il y a plein d'autres métiers qui existent. Et si c'est vraiment ce qu'on a envie de faire, c'est possible. La manière, je pense qu'il y a plein de manières différentes. Il y a la recherche, nous, là-bas, on a beaucoup d'ingénieurs aussi qui partent en mission très souvent. Il y a de très diverses manières de faire. Oui, bon, je n'ai pas du tout l'habitude de ce genre d'expédition, enfin, ça me fascine complètement. Et j'ai en fait deux questions. La première, c'est est-ce que vous n'avez pas des moments de découragement? On a vu quand même, comme c'est difficile, vous y allez, vous revenez, on voit que c'est vraiment des conditions absolument extrêmes. Donc, première question, est-ce qu'il n'y a pas des moments de grand découragement d'une personne ou plusieurs? Et la deuxième, qui est un peu liée, c'est le climat entre vous, une promiscuité que je trouve extrêmement intense. Est-ce que de temps en temps, il n'y a pas des tensions fortes entre vous? On a l'impression à vous voir, non, ça me paraît bizarre. Oui, des moments de découragement. Alors, on a été une équipe de 9 aventuriers, plus l'équipage du bateau, 3 personnes, donc ça fait 12 personnes. Donc c'est rare qu'on soit tous découragés en même temps. Donc là, l'effet d'équipe, de groupe joue, et quand quelqu'un est malade, mal de mer, ou quoi que ce soit, les jeunes militaires, notamment Keith, qui avait vraiment des problèmes d'oreille, donc de balance, en skiant, en marchant et tout ça. Bon, voilà, les gens autour, on est là pour aider. Il y a effectivement des gens qui n'avaient jamais fait ce genre d'expédition extrême et d'autres qui l'avaient fait. Donc là aussi, il y a le rapport de l'expérience qui permet d'aider ceux qui n'ont jamais fait. Maintenant, les tensions, il n'y a pas eu de tension extrême dans le groupe, malheureusement, parce que ça aurait fait de la bonne matière pour le film. Donc on n'a rien caché, il n'y a pas eu de drame particulier. Il y a toujours des grosses tensions. Et le bateau, finalement, il est assez grand. Si on en a marre d'être dans une pièce avec quelqu'un, on peut dans sa cabine, regarder un film, et voilà, il n'y a pas eu de problème majeur. C'est à peu près la vérité, on s'est mis d'accord. Voilà, c'est ça. Oui, oui, au fond des forts, c'est une... Oui. Vous essayez de parler fort. Oui. Je répète la question. Aujourd'hui, l'Antarctique est une destination de plus en plus prisée par les touristes. Qu'est-ce qu'il faudrait en penser? Est-ce qu'il faut considérer qu'il faut arriver à limiter uniquement?
Ou est-ce qu'on peut considérer que c'est un moyen de sensibiliser les gens? Oui, donc la question est sur le tourisme antarctique, en fait, qui est une destination de plus en plus prisée. C'est vrai qu'on voit de plus en plus de compagnies croisières qui offrent des produits antarctiques. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? J'allais pour la première fois en Antarctique en 2003. À l'époque, il y avait environ 20 000 touristes qui y allaient principalement sur des bateaux de croisière. Aujourd'hui, je crois que c'est à peu près le double. Bon, toutes ces compagnies de croisière doivent signer la charte antarctique. C'est un endroit qui est très protégé. Dans ces expéditions, on ramène toutes nos poubelles, tous nos déchets. Quand on va à terre, qu'on revient, on se nettoie les pieds avec des solutions pour qu'il n'y ait vraiment aucune contamination, notamment de la faune que vous avez vue. Donc c'est vraiment très réglementé de manière volontaire. Évidemment, il n'y a personne, il n'y a pas un flic derrière chaque nation pour vous surveiller, c'est de le faire, mais quand on va là, on est déjà dans un état d'esprit de protection de l'environnement. C'est pas des choses. Personnellement, je crois que c'est une très bonne chose. Donc il y a des limites quand même, et là je crois qu'on est à un niveau où ça se passe bien, et franchement, plus il y a de personnes, de touristes qui vont dans ces coins-là et qui en reviennent merveilleux, je pense que ça fera des membres de l'ONG, de la Fondation de la mer, de l'ECROS, des membres de la SOF, et des gens qui vont protéger l'environnement en général. Ouais, j'ai une micro. Oui. Et une question sur le financement. Je sais que vous avez rencontré dans le cadre des projets. Je veux savoir comment le financement d'une opération comme ça se monte. Oui. Alors, c'est effectivement des expéditions qui coûtent cher. On parle de quelques centaines de milliers d'euros. Donc, je prends le risque du financement dans ces expéditions. C'est moi-même qui monte l'expédition. J'en finance en général l'essentiel. Là, je prépare 2 expéditions, une à Cuba au mois de juillet sur les récifs coralliens de Cuba et une dans l'Arctique russe en septembre. Là aussi, voilà, je prends le risque financier. Et ce que je fais ensuite, c'est que je demande à des sociétés ou à des individus de contribuer, s'ils le veulent, s'ils y voient un intérêt. Cette expédition est comme sponsor le groupe Sotrasteria, des Français de transformation digitale, sponsor de l'expédition et du film, également le groupe La Française, qui est un groupe d'asset management en France, qui sont des sponsors qui me suivent depuis des années et qui donnent un petit coup de main sur ces expéditions. Voilà, si vous avez des idées, n'hésitez pas. On a un petit chapeau. Oui, j'aimerais vous poser 2 questions sur Shackleton, enfin, un peu plus sur le personnage, son caractère avant de partir, et puis comment ça s'est passé quand il est rentré. En fait, bon, c'est un personnage qui a été très important pour cette expédition. Donc, si vous pouvez nous en dire un petit peu plus, parce qu'on ne connaît pas vraiment. Oui, alors j'ai beaucoup recherché, c'est pas pour vous vendre le livre, mais j'ai fait beaucoup de recherches qui sont c'est synthétisé dans le livre, et puis des choses qu'on ne connaît pas, dont on ne parle pas souvent, parce que quand on parle de Shackleton, on parle du mythe, du leader, c'est un cas d'école dans les écoles de management, comme ici, comment il a réussi à ramener tous ces hommes, ils étaient 28, tous en vie, et à tel point que quand il a fait une expédition quelques années plus tard, la Quest Expedition, celle dans laquelle il est mort lui-même d'une crise cardiaque, une bonne grosse poignée des gens qui étaient dans l'expédition Endurance ont re-signé pour repartir avec lui. On aurait pu se dire, non, plus jamais ça, et finalement ils sont repartis. Donc ça en disant quand même sur la personnalité du personnage. Je crois que c'est effectivement quelqu'un qui avait des qualités de leadership extraordinaires. Je crois qu'il avait aussi des mauvais côtés. C'est vrai qu'il a fait cette expédition parce qu'il avait plus d'argent, parce qu'il avait besoin de faire quelque chose de spectaculaire pour faire parler de lui, pour aller ensuite sur l'équivalent des talk shows de l'époque, c'est-à-dire faire des conférences, rembourser ses dettes, parce qu'il avait pas mal de dettes.
Donc voilà, personne n'est parfait, c'est une personnalité qui avait double l'aspect, mais comme en Cousteau, je ne sais pas si vous avez vu le film Odyssée récemment, on connaît Cousteau souvent sous l'angle principal, et puis c'est vrai qu'on gratte un peu derrière, aussi des côtés peut-être un peu moins avouables. Et Shackleton, c'était pareil. C'était quelqu'un d'extraordinaire, il a eu aussi, il ne faut pas minimiser le rôle de la chance dans ces expéditions-là. Pourquoi lui et son équipe a survécu et pourquoi DeLong, l'explorateur américain, sur les traces duquel je vais aller en septembre en Arctique russe, pourquoi lui est mort, la moitié de son expédition, les membres sont morts. C'est pas juste du leadership, c'est aussi beaucoup d'autres circonstances. En tout cas, c'est un personnage fascinant à étudier. Pour information, il y a Hollywood qui va faire un film, un biopic sur Shackleton, qui va sortir l'année prochaine, qui est financé par le studio Canal. Et dans le rôle de Shackleton, ce sera, je ne sais pas si vous connaissez Tom Hardy, qui malheureusement pas de ma famille, mais Tom Hardy, donc un grand acteur anglais, qui va jouer le rôle de Shackleton dans un grand film américain. Vous nous avez parlé brièvement des 2 prochaines expéditions. Je voulais simplement savoir quel était plus précisément leur objet, leur finalité, et également les moyens mis en œuvre pour atteindre ces objectifs, plutôt sur la scientifique, je dirais, ou tourner plus vers l'information du public sur les enjeux que je vais rencontrer sur place. Oui, donc les 2 prochaines expéditions, ça nous concerne, et puis Zoé, on a aussi parlé du ciel. Donc c'est Cuba en juillet, c'est l'observation l'idée c'est de faire un baseline des récifs coralliens à Cuba, qui sont les plus beaux et mieux préservés de toutes les Antilles. Et des 3 scientifiques, un de Scripps Institution of Oceanography à San Diego, et 2 de l'Université de Sydney, qui sont les meilleurs pour photographier et faire des modèles 3D des récifs coralliens en général, de Cuba en particulier. L'idée étant de faire des représentations que quelqu'un dans son bureau, à Stockholm, n'importe où, peut voir sans avoir besoin d'aller plonger à Cuba. Donc ça c'est le but pour Cuba. Il y aura un documentaire aussi, un docu-fiction d'ailleurs, parce que j'essaye, vous avez peut-être vu ici, d'abord c'est un film un peu accidentel, je ne prétends pas du tout cinéaste, mais en tout cas je n'essaie pas de faire des documentaires scientifiques, je n'en serais pas capable, mais plutôt d'introduire la science dans un environnement d'aventure, de sport, de nature. Et le prochain à Cuba sera même encore plus poétique, humaniste et dans une dimension supérieure. En septembre, je serai dans le nord-est de la Sibérie, l'Arctique russe, là pour regarder sur un bon bateau russe avec une vingtaine de personnes, dont 4 scientifiques russes, français, américains, pour aller regarder la problématique du passage du nord-est, le changement climatique là-bas, les problématiques de permafrost qui font, si on simplifie, le méthane, le CO2 qui s'émet de plus en plus. Sur un plan écologique, le mammouth, puisque permafrost qui font l'exposition de défense de mammouth. Donc je parle avec le grand spécialiste russe du mammouth, qui sera sur le bateau avec nous pour regarder un petit peu tous ces sujets. Si certains d'entre vous ont des intérêts sur ces sujets, n'hésitez pas à me contacter. Je voulais savoir comment Zoé a été l'heureuse élue de ce voyage. Alors, si je ne me trompe pas dans la chronologie, c'est lui qui est passé par Ben, qui était le guide de montagne, qui était parti sur le Tara, en fait, le bateau qui avait aidé vers l'Arctique, le voilier. Et Luc lui a demandé s'il connaissait un scientifique. Ben, de par Tara, connaissait Jean-Claude Gascard, qu'on avait dans le film, qui en fait qui est étudiant maintenant, il est professeur d'immobilier, et qui a du coup basculé à la directrice de thèse Christine Provo, qui me l'a ensuite proposé.
quand elle l'a proposé, j'ai entendu sauter sur l'occasion. Donc c'est comme ça que j'ai été là-dessus. Si j'ai bien compris, c'est vous que monsieur qui investissait dans ces expéditions. Comment, si je puis dire, un retour sur investissement, c'est-à-dire comment vous arrivez à faire entrer les sous, films, livres, retrouver un peu de sous pour repartir. Et ensuite, j'enchaîne les 3 questions. On parlait de gestion des groupes. Est-ce qu'il n'y a pas actuellement des espèces de séminaires où on apprend à gérer des groupes en situation difficile quand on part en expédition? Et dernière question, vos valises, elles vont émettre pendant combien de temps? Peut-être je vais répondre à la dernière tout de suite sur les valises. Alors, les valises, elles ont transmis pendant 1 an et demi, donc d'octobre 2014 à avril 2016, qui est la durée de vie qu'on attendait, parce que normalement c'est 3 ans, mais ils font un profil tous les 10 jours, mais on a demandé pour avoir une plus grande résolution de la zone d'avoir un profil tous les 5 jours. Donc c'est ça, ça fait du coup 3 ans qu'on avait le temps qu'ils faisaient pas. Le temps de transmission qu'ils faisaient pas. Sur la première question, je suis depuis une trentaine d'années investisseur en technologie, dans des startups, entrepreneur, entre la France et les États-Unis. Je suis en fait franco-américain, j'habite à New York depuis 34 ans. Et voilà, l'univers professionnel a été toujours un petit peu la technologie, l'entrepreneuriat. Donc, suite à pas mal de succès au fil des ans, j'ai pu me libérer de plus en plus pour faire ce genre de choses qui est ma vraie passion et ce qui me permet de ne dépendre de personne pour organiser mes projets. J'ai la chance de pouvoir organiser des expéditions que je veux, à peu près comme je veux, tant que je suis en bonne santé, sans dépendre d'un sponsor ou d'un autre. La deuxième question sur le coaching, oui, je crois effectivement, il y a pas mal de programmes où vous allez, dans la nature plus ou moins extrême, faire du banding et tester vos limites. Voilà. On a fait ça un peu à la naturelle et j'ai fait ça depuis de nombreuses années. Mais quelqu'un qui n'a pas la chance de connaître les gens comme nous, d'être invité dans des expéditions comme celle-ci, il existe effectivement des programmes qui font ce genre de choses. Une question sur le casting de votre équipe. On a vu qu'il y avait des scientifiques, mais vous avez aussi d'autres militaires, sportifs. Comment décidez-vous? Oui, alors, dans mes projets, je veux toujours qu'il y ait un cœur de vraie science. Ce n'est pas juste un vernis scientifique, on fait des vraies choses qui sont utiles. Et autour de ça, j'essaie de constituer une équipe suite aux discussions avec tel membre de l'équipe ou autre. Donc, au-delà de Zoé, Géraldine est venue par l'intermédiaire de Ben également. Je voulais avoir des Anglais dans l'expédition, puisqu'on parlait de Shackleton. On fait une expédition commémorative de Shackleton avec que des Français, c'est un petit peu curieux. Et donc, Ben et moi-même connaissions David Patton Adams, qui est à l'Experience Club à New York, comme moi-même. Et lui a amené Justin, qui lui a eu l'idée d'amener ces 2 jeunes Anglais, sachant que dans d'autres expéditions, j'avais invité des enfants, jeunes enfants à venir avec moi, que ce soit au Groenland, Nunavut au Canada, dans les Himalayas, au pôle Nord. J'ai toujours essayé d'amener des jeunes de 4-5 ans jusqu'à 16 ans. Là, c'est impossible d'amener des jeunes, vu la période de l'année, vu la nature de l'expédition elle-même. Donc, le proxy pour les jeunes, c'était ces 2 jeunes Anglais. Voilà. Et là, par exemple, pour la Russie, j'ai une vingtaine de personnes. J'ai invité également des artistes, photographes, cinéastes, peintres, une chanteuse chamane de Yakoutie, et également des personnes un peu tout à fait différentes. La championne de France d'apnée, Aurore Asso, qui est venue avec nous pour faire une plongée symbolique à l'endroit où le bateau de Georges de Long a sombré, donc dans l'Arctique russe. Voilà, des mélanges intéressants.
j'espère, rendre le compte rendu de ce que l'on fait plus intéressant et aussi diffusable à des plus grands groupes. D'autres questions? Oui, tout en haut. Alors, le film, oui, je l'ai confié à une société de distribution, une agence qui le place à des chaînes de télé. Il a été montré sur la chaîne Trek, donc vous pouvez le voir sûrement en replay sur la chaîne Trek en France. Il a été vendu dans d'autres pays également, et sinon en festival. Et bientôt, je pense, d'ici la fin de l'année, il sera en VOD, sur Internet, sur un site où on pourra le voir en payant un petit vidéo on demand, vidéo sur Internet. Et là, en l'occurrence, qu'est-ce qu'il filmait? Alors, le caméraman principal, c'était le réalisateur, Bertrand de Lapierre, qui n'est pas un personnage du film, même s'il était un personnage de l'aventure. C'est lui qui a filmé la quasi-totalité de ce que vous voyez, sauf 2-3 petites scènes par-ci par-là pour lesquelles on a tous contribué en fonction de l'endroit où nous étions. Par exemple, les 2 éléphants de mer qui se battent, qui trouvent que j'étais là avec mon appareil photo, qui filment aussi, et j'ai pu les filmer, j'étais le seul dans le coin. Il y a du drone, quand on arrive sur la plage, ça c'est mon drone, j'aime bien les drones depuis que ce jouet est sorti il y a quelques années, et donc je l'avais appelé, j'en ai fait aussi Géraldine, quand on va voir en aérien, c'est aussi du drone. C'est fait avec l'essentiel du film a été fait avec en fait un tout petit caméra appareil photo, un GH4 qui fait une qualité super aujourd'hui. C'est ça qui est extraordinaire, c'est n'importe qui peut faire un documentaire ou un film avec une caméra qui coûte 1000 euros, et voilà, il suffit d'avoir des bonnes idées et de tourner dans de bons endroits, on peut faire de belles choses. En parlant du drone, est-ce que c'est un drone commercial, c'est un spécialisé? Oui, non, c'est un drone, c'est le drone le plus vendu, c'est la société DJI, les drones blancs, fabriqués en Chine, à Hong Kong, qui est le leader mondial du drone aujourd'hui, du drone, on va dire, du drone prosumer, un peu mélange pro-consumer, ça fait très bien. Ça coûte 500-600 $ et il fait des choses fantastiques aujourd'hui avec ça. Pour la Russie et Cuba, ça va être un peu plus dur de rentrer avec un drone, mais... Oui, tout en haut. Alors, on peut faire des cartes dans les films. Alors, pourquoi vous n'utilisez pas les cartes à la source? Pourquoi nous n'utilisons pas les cartes? Les cartes. Ah oui, alors, non, c'est simplement qu'elles n'existent pas. Parce que c'est des endroits où personne, par exemple, l'île de Zavodovsky, là où nous avons finalement pu atterrir, Ben, notre capitaine, qui avait été 19 fois dans cette région avant qu'on fasse affaire ensemble pour cette expédition, il m'a dit: je ne suis jamais allé dans les îles South Sandwich. Et il m'a dit: il y a peut-être 5 bateaux dans l'histoire de l'humanité qui sont allés sur cette île. Donc ce sont des endroits où il y avait encore des criques, on ne sait pas la profondeur, c'est à peine bon, les côtes, oui, parce que par satellite, on voit exactement où c'est, mais là, la profondeur, on ne sait pas. Donc là, c'était l'occasion pour Ben, avec son software australien qu'il avait acheté récemment, d'aller faire des mesures. Comme ça, la prochaine fois qu'il est dans ces coins-là, il pourra savoir que c'est à cet endroit-là qu'il faut jeter l'ancre plutôt que de l'autre. Il y a même, en fait, il y a pas mal d'endroits dans le monde qui ont ce souci-là d'être mal cartographiés sur les cartes marines. Un endroit qui sont quand même plus proche du Groenland, par exemple. Au Groenland, les bateaux scientifiques, très souvent, naviguent dans la Terre, alors
ils sont encore à 100 mètres, 200 mètres des lampes glaciaires. Donc c'est quelque chose d'assez commun d'avoir des cartes. Et même, si je ne me trompe pas, en France, il y a une dizaine d'années, ils se sont rendus compte qu'il y avait un rocher au milieu d'un passage parce qu'un bateau s'est retrouvé échoué sur le rocher. Donc même en France, des plus petites échelles, ça arrive d'avoir des cartes qui ne sont pas complètement fiables. Et ces données, on les transmettrait, je ne sais pas, oui, enfin, nous, non, mais même après, comme il dit, avec l'idée dans le monde scientifique en général, c'est de partager l'information de manière assez ouverte, open source, comme l'information des bouées Argo. N'importe qui peut aller sur le site Argo et voir où sont les bouées à tout moment, et cliquer sur les bouées et voir les mesures de salinité, de température, et les télécharger. Si vous ne savez pas quoi faire ce week-end. Justement, à ce propos, est-ce que vous êtes aidé pour le financement des bouées Argo, ces bouées, ou vous financez vous-même ces bouées? Alors, moi j'ai invité donc Zoé à venir sur le bateau, mais les bouées elles-mêmes étaient financées par, il y avait la NSF, CNRS. En fait, le programme Argo, c'est un programme international, donc par an, ils ont un certain budget pour faire des flotteurs et remettre à l'eau, parce qu'ils ont un réseau de 3800 à peu près. L'idée, c'est que ça reste stationnaire. Donc tous les ans, il faut en remplacer un certain nombre. Et en fait, c'est des projets. Donc nous, comment ça s'est passé? C'est qu'on a contacté l'Ifremer qui gère les flotteurs en France. On leur a dit, voilà, on va en Géorgie du Sud, est-ce que ce serait possible on serait intéressé par mettre des flotteurs là-bas? Est-ce que ce serait possible d'en avoir en quelle quantité? Et voilà. Et donc ils nous ont... des bouées qui sont fournies par... Voilà. Ils sont fournis, après, on a demandé si on pouvait les mettre à l'eau à cet endroit-là, sachant que les données sont accessibles à tout le monde. On participe à l'effort international. Elles sont perdues après ces bouées? Oui, ces bouées, c'est des bouées perdables, donc en fait elles transmettent. Et ça coûterait, malheureusement, à l'heure actuelle, je pense que ça coûterait beaucoup trop cher d'aller les chercher au moment de la fin de vie. Et donc elles meurent de leur belle vie dans l'océan. Sont-elles que déjà là? Non, elles ne sont pas pour le moment. C'est justement, ça fait partie des sujets actuels dans la communauté de peut-être un meilleur système pour étudier aussi largement. C'est énorme la quantité de données que ça ramasse. C'est de les ramasser. D'autres questions? Nous allons peut-être terminer la soirée. Personne ne veut poser des questions? Donc on va remercier Merci à tous. Donc, pour ceux qui sont intéressés, il n'y aura pas €, au lieu de 40, une affaire. En plus, c'est très très intéressant. Satisfait ou remboursé.